Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Dans à peu près un mois, les Français seront appelés à voter pour un nouveau président de la République pour à peu près 5 ans. Ils y mettront leurs rêves, leurs espérances, leurs espoirs peut-être. Et pourtant, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la donne, se dire qu'il faut faire game over et que peut-être c'est en arrêtant de jouer que nous arrêterons de perdre. C'est en tout cas ce que va expliquer mon invité. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. C'est parti. Et pour cette émission, je reçois Laurent Oberton. Bonjour monsieur, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain, le public de TV Liberté vous connaît déjà bien. On va parler de votre tout dernier ouvrage, paru aux éditions Magnus, une jeune maison d'édition. J'en profite d'ailleurs pour préciser que les téléspectateurs peuvent à la fois retrouver ce nouvel ouvrage sur la boutique de TV Liberté, mais aussi commander la revue à laquelle vous participez, la Furia. Voilà, c'est la fin de la page de pub. On va parler de ce nouvel ouvrage, Game Over, la révolution anti-politique. Si j'étais un mauvais publicitaire d'Havas, je dirais que c'est un roman disruptif au moment des élections, de l'élection présidentielle. Vous dites qu'il y a des candidats solides, psychopathes, des dealers de n'importe quoi, notamment de magouilles, de trahison. Vous comparez l'élection à un exercice de prostitution. Vous le voyez comme un spectacle, une forme de télécrochet dans lequel le droit de vote est une mise en scène. Et le régime, lui, est sûr d'être préservé. Eh bien, c'est tout en mesure, Laurent Oberton. Toujours. Je cherchais une comparaison en venant sur la route et j'ai trouvé celle de la période du RUT. La période électorale me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'on a une agitation, on a des gens qui brament sur tout un tas de sujets de société, l'insécurité, l'immigration, etc. Il y a une excitation générale. À la fin, eh bien, il n'y en a qu'un seul qui réussit à gagner, d'ailleurs qui ne se reproduira pas, je pense probablement, qui ne s'est toujours pas reproduit en tout cas. Et pendant 5 ans, eh bien, pour les autres, ce sera ceinture, c'est-à-dire qu'on va oublier complètement ces grands sujets, le remplacement, l'immigration, l'effondrement, la crise énergétique, l'inflation. Enfin, on ne va pas les oublier longtemps. Mais le problème, c'est qu'on va mettre toutes nos espérances et toute notre énergie dans ce moment planifié, ce cirque électoral, ce spectacle éternel. Moi, ça fait tous les 5 ans et avant ça tous les 7 ans que j'entends dire que cette fois c'est la dernière, qu'on va attraper notre dernière chance et qu'en fait, eh bien, ça continue. Donc à un moment donné, peut-être qu'on ne s'y prend pas bien et que ce jeu nous coûte très cher, nous coûte notre perte et surtout nous dévie les attentions, dévie les énergies, dévie la bonne volonté. On se repose là-dessus en se disant qu'un Messi va sortir de là et va tout régler pour nous. Et ça nous dispense, à mon avis, de mettre les pieds dans le plat et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors justement, vous évoquez un peu la démocratie comme une sorte d'applaudimètre. Vous critiquez à demi-mot, ou même franchement, la dictature du grand nombre, puisque vous expliquez que finalement, c'est pas parce qu'on est très nombreux à choisir qu'on a raison à l'issue. Bah bien sûr, c'est-à-dire que quand on a un petit peu d'estime de soi et d'amour-propre, on se dit pourquoi ma voix vaudrait celle de Yann Barthès, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça paraît inenvisageable pour certains individus, en tout cas pour moi c'est le cas. Et on sait très bien que du coup, si le plus grand nombre décide, finalement, les candidats et celui qui est en place et à mon avis qui sera reconduit le fait très bien, c'est-à-dire il suffit de promettre beaucoup d'argent public, de faire peur aux gens avec des sujets comme le Covid ou la guerre mondiale ou etc. Et ils vont se regrouper derrière nous et ils vont donc, c'est un concours de démagogie, de mensonges, de corruption. Donc moi, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là et de cautionner ce jeu-là. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez que pour que le spectacle fonctionne, vous faites un peu référence à Big Brother, il faut y ajouter plusieurs ingrédients. Alors bien sûr, il y a le choix du peuple, ça c'est assez intéressant, la gestion de son éducation, de sa façon de s'informer. Donc on a compris finalement, c'est la France Orange Mécanique, la France Interdite et la France Big Brother. Ce sont d'excellentes sources d'informations alternatives, je ne vous le fais pas dire, mais c'est vrai que c'est ce que j'essaie de montrer avec Big Brother, c'est-à-dire que notre voie alternative, les livres d'édition Magnus, votre émission, par rapport au poids médiatique, à la force de conditionnement que représente Big Brother avec le service public, avec des 4 milliards d'euros de redevances, avec 2 milliards d'euros d'aide à la presse, c'est une machine
extrêmement puissante et qui induit l'idée que seul l'État peut faire quelque chose à notre place déjà, l'État donc Emmanuel Macron, et que donc on ne doit attendre des choses que venant de lui, de sa, je sais pas, de sa vue éclairée supérieure. Et finalement, à jouer à ce jeu-là, on a tendance à tout déléguer, à tout abandonner, nos responsabilités, notre cerveau, notre manière de penser à ce monstre État, en se disant maintenant il nous explique qu'il faut qu'on se lave les mains. Enfin voilà, il nous considère comme je sais pas, des tarés congénitaux pour nous expliquer des choses comme ça, mais il y a une demande aussi que je constate, et c'est souvent un reproche que je fais à mon lectorat, mais même bien au-delà de ça, Monsieur Moyen, le français moyen, Robert dans ce livre, et Robert et Josiane évidemment. Qui a du beurre fondu qui lui sort du nez. Je dois dire que ça, c'était quand même assez savoureux. Mais c'est ça, quand on voit Josiane regarder les émissions de télévision et qu'on la voit hocher la tête au propos du président, qui sont des professionnels de la communication et du mensonge, on est sidéré justement de ce manque de distance par rapport à l'écran. Et par cette appétence envers ce contrôle domestique. C'est-à-dire que Robert et Josiane adorent ce qui se passe, adorent le pass sanitaire, les restrictions, les machins. Plus l'État va s'occuper de nous, moins on s'occupera de nous-mêmes, on aura à penser, à réfléchir. Et vraiment, une grande catégorie de la population est très demandeuse de ça, ce qui explique, à mon avis, la popularité du président Macron chez un certain électorat, souvent assez largement retraité. Mais il n'empêche... Oui, c'est un peu le portrait du boomer, hein, le mot très célèbre... C'est complètement le portrait du boomer, c'est-à-dire celui qui a tout pris et qui est très bien merci et qui veut juste que ça dure. Alors, on comprend, et on l'a compris avec votre dernière réponse, votre cible prioritaire, cette fois, c'est l'État. On touchait déjà beaucoup à ce sujet dans les loges de la force. Je les connais tous, hein, les classiques, hein, vous remarquerez. Je vous propose d'écouter quelques instants le journaliste Yann Valery, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Sécession et qui rejoint beaucoup vos propos. Vous allez me dire ce que vous en pensez. L'État, la République française cherche de plus en plus à s'approprier la vie des gens, y compris leur vie privée. Des choses qui pourraient paraître anecdotiques, comme un repas de Noël, se sont transformées en est-ce que vous avez le droit de... est-ce que votre grand-mère va dîner avec vous ce soir à Noël? Est-ce que votre grand-père va dîner avec vous ce soir à Noël? Est-ce qu'il ne faut pas le mettre sur une table à part? Et en fait, si vous voulez, c'est un peu cette intrusion permanente de l'État qui avait déjà commencé bien avant le Covid, mais qui s'est vraiment accélérée, ou une espèce de république tentacule. D'ailleurs, la sécession est d'abord individuelle, elle est d'abord mentale avant de l'être, comme je l'explique dans mon livre, éducative, médiatique, politique peut-être, géographique demain. On voit ça. Alors avant de parler de cette sécession, on va rester sur cette notion d'État qui finalement régit tout, un État tentaculaire, nous disait Yann Valery, mais pour autant un État qui est de plus en plus en dessous de tout. Mais c'est ça qui est assez génial, c'est qu'il y a une relation formidable en fait entre les compétences qu'il s'attribue, les pouvoirs qu'il s'arroge et sa nullité fondamentale par les actes. Parce que le problème, c'est qu'au début, donc, il est là pour, en gros, si on résume, la sécurité, les frontières, les libertés élémentaires. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Régalien. C'est le contrat social, on lui donne quelques impôts pour ça, sauf que petit à petit, l'administration se dit et pourquoi pas l'éducation, et pourquoi pas la santé, l'industrie, l'agriculture, etc. Et pourquoi pas aller chez les gens, leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent se comporter. Et finalement, on a besoin d'auxiliaires de vie pour mettre un pied devant l'autre. Mais cet accroissement des choses se fait à notre détriment puisqu'on paye toujours plus d'impôts et l'administration, en fait, elle n'est pas coordonnée. C'est-à-dire que chaque administration va essayer de s'arroger plus de crédits, plus de compétences, plus d'importance. Elle va grossir. Ça, l'État est extrêmement efficace pour grossir, mais il sera de moins en moins efficace parce que c'est pas ça qui préoccupe les décideurs, les administrateurs et tout ce qu'on imagine. Donc, on se retrouve avec une masse qui est complètement énorme, étouffante et amorphe et qui est de moins en moins. On peut prendre n'importe quel sujet, hein, sur l'économie, sur l'énergie, sur l'insécurité. Partout où l'État est intervenu et a pris les choses en main, ça s'est soldé par une catastrophe ou c'est en voie de catastrophe en tout cas. Et on va le voir, je pense, très vite avec la crise énergétique qu'il nous prépare par ces interventions faites tout à fait n'importe comment. Ça fait d'ailleurs partie de vos interrogations. Vous ignorez si on aura d'abord une grave crise sociale ou une grave crise économique?
Les deux étant un peu voilà, les deux imbriqués. sont tout à fait liés. À mon avis, l'inflation, parce que la planche à billets a fonctionné à plein régime, l'inflation, la hausse des prix et la crise énergétique va très rapidement se traduire par des gros problèmes concrets. C'est-à-dire que là, on va le ressentir. On le ressent déjà évidemment, mais dans les mois qui viennent, ça risque d'être extrêmement, extrêmement violent. Et là, on va se rendre compte peut-être enfin que Macron n'est pas du tout quelqu'un de modéré. C'est quelqu'un qui nous a réellement amenés au bord du gouffre. Nous sommes en train de sauter dedans, même quasiment, puisque jamais nous n'avons connu un tel niveau d'endettement, d'insécurité, de crise énergétique. Absolument tous les voyants sont dans le rouge. Alors vous dites que l'intérêt général consiste à nuire aux intérêts particuliers. Est-ce que vous pensez que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'au contraire c'est dû à une modification substantielle, j'allais dire, de la population française ? Je pense que ça s'est fait petit à petit et ce réflexe que l'État justement a un petit peu se renforcer via la politique, c'est-à-dire avant les élections, on le voit, c'est une campagne de corruption, les élections. Donc on va proposer à tel ou tel groupe des cadeaux, des offres, des aides, de l'investissement un peu partout. Et comme ça, on divise le pays entre groupes d'intérêts qui sont donc très nombreux. Et chacun va essayer de se dire, va voir ça, va voir l'argent public partir un peu partout. Et chacun va se dire, moi, je peux essayer de gagner aussi à ce jeu où apparemment tout le monde peut gagner. Une forme de lobbying citoyen. Voilà. Et donc, on va tous essayer de récupérer un petit peu, mais on ne comprend même plus d'où vient l'argent au départ. L'argent de particuliers, l'argent qu'on a gagné et que peut-être on pourrait, nous, le gérer plus efficacement que ces administrations qui sont surtout là pour le dévorer. On a l'impression que vous oubliez quand même, vous qui êtes très attaché à ce sentiment, on a vraiment l'impression que je suis une fan invétérée, mais je pense à votre écriture très particulière dans Utoya. Vous êtes attaché à l'idée que l'homme est avant tout un animal, c'est un animal social. Et on a du mal à comprendre comment vous voyez les choses, puisque cet animal social est voué à faire communauté. Donc cet éloge de l'individualisme est un peu contradictoire, j'allais dire. En fait, je pense qu'il y a des animaux sociaux qui ne sont pas pour autant domestiques. Les loups, par exemple, les lions, ça existe. Et pour autant, ces animaux gardent une autonomie très forte par rapport à leur environnement. Ils sont capables de s'adapter à beaucoup de situations. Par contre, les moutons, les agneaux ont tendance à l'être beaucoup moins et à se regrouper derrière le berger au moindre coup de vent. Ce qui se passe avec Macron et l'Ukraine, par exemple. Même si la menace est imaginaire, c'est un réflexe domestique. Et parce que ces êtres, ces individus sont complètement tributaires du maître, qui est une image mentale extrêmement, extrêmement puissante. Et donc, ils n'envisagent pas l'avenir hors d'un état de dépendance. Et je pense qu'au contraire, moi, si on réhabilite chez l'individu la prise de décision, de responsabilité, l'obligation de s'informer, de peser les choses, sans les recevoir, sans déléguer tout ça à des administrateurs, à un État, à Jacques Attali ou que sais-je encore, eh bien, on rend à l'individu une échelle de valeur, une fierté, et à partir de là seulement, on peut avoir une forme de société qui soit pas justement un truc contraignant avec des matraques et des machins et un lavage de cerveau permanent. On peut avoir justement une réelle réciprocité entre individus responsables, conscients, même consentants. Et ça pourrait ressembler à une société, parce que là, on va à une société qui est tenue uniquement par des règles, par un matraquage publicitaire, par des slogans débiles, par des forces de coercition. Donc ça ne peut pas tenir. En réalité, tout ça est très artificiel et tout ça va s'effondrer, c'est certain. Mais vous l'expliquez aussi, finalement, c'est plus difficile d'être libre que d'être sous la coupe d'un État un peu tentaculaire. Ah, exactement, c'est vraiment... de renoncer finalement, c'est quelque chose d'assez apaisant. L'animal domestique qui est dans sa petite cage, dans sa roue et qui se nourrit avec ce qu'on lui donne, s'il commence à penser sa situation, il peut mal le vivre. Alors que si on continue à s'amuser, à courir dans la roue, à regarder les émissions de divertissement, finalement on ne voit pas passer sa vie, on ne la remet jamais en cause, on ne remet jamais en cause le maître. Et finalement, ça se passe, on le vit plutôt pas mal. La liberté, c'est un pari, c'est un risque, il faut du courage. Ça peut faire mal d'ailleurs, quand on remet en cause ses croyances, la sécurité de notre situation, tout ça, ça peut être violent, mais c'est ce qui permet, je pense, justement, l'accomplissement, le plein accomplissement de soi, et ce à quoi on a très largement renoncé, il me semble.
Alors on y a renoncé justement souvent pour des raisons économiques. Vous parlez beaucoup des aides sociales. Dès que vous en avez l'occasion, vous expliquez que cet État de plus en plus bancal coûte aussi de plus en plus cher. Vous clouez au pilori les impôts. Vous dites que le rôle du président de la République, c'est finalement l'administrateur du trésor public. Et les 1400 milliards d'euros extorqués, dites-vous, aux citoyens français. Vous reprenez une citation d'Albert Camus que je ne connaissais pas, « Gouverner, c'est voler ». Et critiquer ce prétendu État-providence. Mais sans impôts, sans finances publiques, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de services publics. Il en faut quand même un minimum. Alors au départ, on part d'un principe d'impôt librement consenti, ce qui est très drôle quand on y pense maintenant, parce qu'au départ, le consentement, il était valable pour, effectivement, la sécurité, peut-être quelques infrastructures élémentaires, les frontières. Tout le monde se met d'accord en se disant c'est plus pratique si des gens spécialisés s'occupent de ça, pendant que nous, on fait pousser nos carottes ou je ne sais pas quoi. C'est plus facile. Mais à partir du moment où cet État a décidé de prendre en charge, je ne sais pas, le salaire de Guillaume Meurice, d'individus comme ça, là tout de suite, le principe de consentement, c'est plus difficile à admettre. C'est-à-dire que pourquoi finance-t-on les fictions de France Télé ? C'est cet endoctrinement permanent. Pourquoi est-ce qu'on paye le journal d'Humanité ? On pourrait se poser la question. On n'a pas choisi, on n'a pas envie de le lire et on le paye quand même. C'est formidable. Je parle des médias, mais on pourrait vraiment étendre ça à absolument tout. Pourquoi continueront à payer très cher la justice, parce qu'on la paye très cher, la justice, les forces de l'ordre, etc., alors que nous sommes dans un pays où l'insécurité est à un niveau record, sans précédent. Pourquoi continue-t-on à payer ces gens-là, à payer Dupond-Moretti, par exemple, qui a écrit récemment une circulaire aux magistrats en leur demandant de trouver des peines alternatives à la prison, c'est-à-dire alternative à la justice, très clairement, à l'application de la loi, alors que les violences aux personnes explosent depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Là, pour le coup, le principe de consentement, il est complètement bafoué. On ne consent pas à l'immigration, on l'a quand même, c'est l'administration française qui l'organise avec nos impôts. C'est elle qui délivre des visas, qui délivre des titres de séjour, qui naturalise, contre la volonté du peuple français. Donc, le contrat social est rompu, en fait. Il est même piétiné, il est complètement oublié. Et à partir de là, on se dit, on est obligé de constater qu'on est esclave de ce système qui nous prend une part considérable de l'argent, des richesses que l'on produit, sans aucune contrepartie logique de notre point de vue. Donc il y a un petit problème. Alors vous dites contre la volonté des Français, mais finalement vous expliquez aussi que pendant la campagne électorale, il y a des promesses, et puis qu'une fois élus, plus personne ne tient ces promesses, mais que quelque part, les Français non plus ne remettent pas face à eux-mêmes et face à ses propres promesses le candidat. Alors, ça me fait penser au référendum révocatoire dont beaucoup de gens avaient parlé à cette époque. En fait, avec le matraquage de l'actualité permanente, du divertissement et tout ça, on constate, les psychologues constatent que le téléspectateur moyen a une mémoire vraiment, on dit souvent de poisson rouge, mais c'est pas loin d'être ça. Parce que quand vous avez un matraquage d'actualité très fort sur chaque sujet, eh bien, au bout de 2 ou 3 sujets, on a déjà oublié. En fait, le cycle est tellement puissant et mobilise tellement les émotions, il y a tellement un jeu affectif par l'image, par la publicité, de suggestion, que ça nous épuise complètement. En plus, on mélange ça avec la fiction. Enfin, tout ça est très difficile pour le cerveau à digérer. Et on oublie complètement les promesses ou les discours du moment. Par exemple, Macron, je ne sais pas, fait tout un tas de promesses pour, s'il est réélu, il a promis la proportionnelle, par exemple. Il l'avait déjà promis pour être élu la première fois, mais comme tout le monde a oublié, il peut la repromettre. Et dommage qu'il ne puisse pas se représenter, mais peut-être que dans 5 ans, les gens auront oublié qu'il a le droit de se présenter que 2 fois, je ne sais pas. Mais tout un tas de promesses comme ça, la baisse des dépenses, il avait promis 115 000 places de prison. En réalité, Dupond-Moretti fait des circulaires pour mettre les gens dehors. Voilà, tout à fait. Et c'est assez fabuleux. Donc, quelque part, il se dit, j'ai droit, même pire qu'à l'erreur, j'ai droit à faire n'importe quoi. Du moment que j'annonce au bon moment, on va remettre beaucoup d'argent, j'ai compris, je vais promettre de nouveau. Et c'est terrifiant, mais on dit souvent on peut tromper 1000 fois une personne, vous savez bien la fameuse phrase. Mais oui, le français, on peut le tromper 1000 fois, on peut le tromper je ne sais pas combien de milliers de fois. Et pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas de
révolte tangible contre ça. Alors ces mensonges, ces manipulations, ces matraquages, souvent ça donne lieu quelque part à un parallèle, à un miroir. Vous évoquez d'ailleurs cette question du complotisme. Comment vous expliquez ce mécanisme, en fait, cette défiance exubérante, cette immunité exubérante quelque part ? En fait, c'est automatique. Si on se rend compte tout à coup que le média, l'État, tout ça, a ses intérêts, n'est pas forcément mon ami, ne veut pas forcément mon bien, là, tout d'un coup, c'est le monde standard de Robert et Josiane qui s'effondre. Et donc, à partir de là, on va se dire, mince, la vérité est ailleurs. Et on a tendance à adopter n'importe quelle autre information, point de vue, contrepoint, pourvu qu'il ne soit plus officiel. Donc en fait, on fait l'inverse, on se retourne complètement, mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche, la vérité, et c'est que du coup, on adhère à absolument n'importe quoi, et ça n'aide pas à crédibiliser justement un combat nuancé pour la vérité. Par exemple, les sujets d'actualité, l'Ukraine ou ce genre de choses, on voit que la nuance maintenant est quasiment interdite. Soit vous êtes pour un camp, soit vous êtes pour un autre. Il n'y a pas de milieu. Et si vous essayez d'essayer de comprendre ce qui se passe, déjà, vous êtes un collabo. Alors, je ne sais pas de quel camp, mais vous l'êtes. Donc, c'est assez compliqué quand on essaie d'avoir une forme d'objectivité raisonnée, de survivre au milieu de tout ça. Moi, j'essaie d'amener mes lecteurs, justement, à s'interroger aussi, à ne jamais adhérer parce qu'ils voient un dessin avec des flèches rouges en disant machin, le scandale, je sais pas, des Illuminati Non, il faut vraiment rester raisonnable dans tous les cas, justement, et parce que c'est comme ça qu'on a une chance d'arriver à quelque chose d'à peu près correct. On peut pas remplacer une folie plus ou moins dictatoriale par une autre dictature. Ça, c'est pas possible. Il faut revenir à quelque chose d'à peu près raisonnable. Mais c'est difficile puisque les médias sont les premiers menteurs de ce pays. Est-ce que c'est complotiste de dire que l'État ne veut plus le bien de sa population ? Moi, je pense pas. L'État, il défend, c'est un monstre froid, comme disait Nietzsche. Il défend ses intérêts, il les défend très férocement. Et il est très clair que ce qui le préoccupe n'est pas du tout le bien commun. S'il semble par moments se préoccuper du bien commun, c'est uniquement pour gagner des voix, pour faire bonne impression et pour être reconduit, pour ne pas être déposé par une quelconque révolte. Donc c'est un jeu de dupes permanent et je suis assez sidéré aussi de voir que beaucoup de nos concitoyens manquent de recul, s'imaginent réellement qu'Emmanuel Macron a comme seule mission quand il se lève le matin le bien de tous. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la vie de Josiane et Robert ? C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. La nature humaine n'est pas du tout celle-là. Le pouvoir, pour le pouvoir, en plus, a tendance à rendre un petit peu fous les individus qui parviennent à des tels leviers de puissance. Macron a... Je sais pas, enfin, ça c'est une... Je ne sais pas ce qu'il a psychologiquement dans la tête, mais à mon avis, quand on est dans une telle position de toute puissance, eh bien, les choses peuvent devenir très dangereuses parce qu'on se sent supérieur, sans limite, on a envie de tout essayer, on peut jouir du trésor public comme on veut, on peut faire à peu près ce qu'on veut, on est un petit peu le roi du monde. Et à mon avis, c'est très dangereux. Et comme ce personnage a très peu de contrepoids réel, eh bien, ça peut être... Voilà, je suis préoccupé par ce genre de situation. Alors, il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'on a l'impression de cet État, dans cet État, une forme de permanence, finalement, d'une impossibilité à le mettre à terre, à le retourner, à même le réformer. Et en même temps, vous expliquez au début du livre que ce simulacre d'élection, quelque part, va donner naissance à un nouvel élu qui, je crois, sera dirigé ou digéré. Et finalement, on a le sentiment que ce nouvel élu, c'est une image du pouvoir, mais que c'est ce que l'on appelle, alors là aussi on pourra le considérer comme étant quelque chose de complotiste, mais que c'est cet état profond qui précisément revêt cette permanence qui lui poursuit son dessein de se maintenir. C'est une de mes citations favorites de Gustave Le Bon qui disait que l'État est une fiction et que la réalité de l'État, ce sont ces mini-dictateurs qui sont partout dans les bureaux, dans les administrations. Et j'utilise cet exemple en disant, quand il y a eu l'affaire du Covid, c'est pas Macron qui mettait dehors des gosses qui n'avaient pas le masque, c'est pas lui qui coursait les gens dans la rue, monsieur le masque, et qui mettait des amendes de 135 €. C'est tout un tas
d'acteurs de l'administration qui ont un petit pouvoir et qui vont le surutiliser parce que ça les rend, je sais pas, ça leur provoque ça améliore leur estime d'eux-mêmes, je sais pas. Mais en tout cas, oui, lui, en fait, on peut s'en passer. La Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant très longtemps. Quand on n'a plus du tout d'autorité, de poids, de force et presque d'estime de soi, quand on a une petite once de pouvoir, on en profite. Ah ben c'est ça exactement. Et enfin, en France, le Français adore tyranniser, emmerder son voisin. S'il peut lui pourrir un petit peu la vie, il est très content. Ça, c'est objectif. Le principe de délation, je vous dis vraiment, des Français ont absolument adoré ce moment. Ils espèrent que ça va vite revenir pour afficher leurs petites seringues sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils n'ont rien à craindre, ça va sans doute revenir. Oui, bien sûr. Je pense d'ici 1 mois ou 2. Je sais pas, quelque chose me dit qu'on va revoir les petites seringues et qu'on va en ajouter quelques-unes. Et en tout cas, voilà, cette dilution comme ça du pouvoir d'emmerder le monde, finalement, c'est un petit peu ça le principe d'État. Et comme je le disais, les administrations sont séparées, cloisonnées, elles cherchent toutes leur propre intérêt. Donc c'est très difficile de réformer tout ça et que même si on remplaçait Macron par je ne sais pas qui, un autre candidat, eh bien il aurait beaucoup de mal à faire bouger les choses réellement et dans 5 ans, rien ne dit qu'il ne sera pas balayé à son tour par le système et qu'on fera l'inverse de ce qu'il a fait. Par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, vous aviez Trump a réussi une sorte de coup d'État électoral, encore que les médias sont plus équilibrés aux États-Unis. Mais une fois qu'il a été en poste, il a eu contre lui tout le système, l'administration, la justice, les médias, et on voit le résultat, 5 ans après, il est remplacé par un type un peu sénile qui fait l'inverse de ce que lui a fait, et donc qui va même beaucoup plus loin. Donc on recommence tout, et finalement on perd toujours du temps. On a l'impression aussi que vous faites la critique des militants. Alors sans doute que vous avez une population, pas cible, mais particulière, qui vient à vos signatures et que vous rencontrez plutôt des gens qui sont engagés dans la politique, pas forcément dans un camp ou dans l'autre spécifiquement, mais que vous êtes un peu désabusé de ce militantisme, de ces réflexes un peu pavloviens, de cette impression de faire et d'être justement à travers l'action politique qui, selon vous, est plutôt un pis-aller, quoi. Oui, il y a franchement une sorte d'agacement et de lassitude par rapport aux réflexes de parti, parce que c'est vrai que on comprend, je vois l'idée d'adhésion, on est une équipe et il faut que ça avance et il faut être le plus efficace possible, donc ne réfléchissons pas, ce sera beaucoup plus efficace. Mais le problème, c'est que non, je pense pas que ça peut nous aider. Et à mon avis, la voie politique, justement, par cette caricature permanente des positions des individus, ce renoncement quelque part obligatoire à l'intelligence et à l'objectivité, est un frein à l'éveil des consciences. On s'enferme dans un dogme, on n'en sort pas, et on reste convaincu que le parti est notre seul horizon, que la politique est vraiment la seule chose que l'on peut faire. En réalité, moi je pense qu'il faut vraiment axer l'éveil des consciences doit être métapolitique, il doit sortir de ce champ cloisonné, contrôlé et trouver d'autres voies. La voie du livre, la voie de la revue, la voie du média de réinformation. Il y a quantité d'autres possibilités de faire réfléchir les individus. Je suis pas... que Zemmour, par exemple, dise à la télévision certaines grandes vérités, évidemment, je ne peux qu'approuver et je trouve que ça va toucher le plus grand nombre, ça va peut-être les faire réfléchir, mais ça ne suffira jamais. Il faut reconquérir les esprits avant d'envisager reconquérir le pays. Ça, c'est très clair, parce que face à la machine à conditionner, à faire peur, à faire le fameux chantage au racisme, à l'extrême droite, on ne peut pas gagner. Donc il faut déjà réarmer les âmes pour pouvoir désarmer ce système. Est-ce que finalement participer aux élections, c'est participer au système ? Hélas, on a tendance à le légitimer et du coup, plus il y a d'électeurs, plus il y a de personnes qui s'intéressent au présidentiel et plus on va donner de légitimité à celui qui va gagner. C'est très clair, on participe au concours, donc on est acteur de ce système et on le valide quelque part parce qu'on vous dira après coup, eh bien vous avez qu'à voter, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, on est en démocratie. Et bon, voilà, si la majorité décide et approuve, eh bien les autres n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Donc c'est assez triste, mais c'est vrai que quelque part on le légitime. Mais je comprends qu'il est difficile de se dire je ne jouerai pas,
je les laisse tomber parce que les autres, ils représentent des idées dont je suis à peu près proche. Et je me dis, s'ils font un score ridicule dans l'opinion, on sait très bien que Josiane et Robert vont se dire, ah bah tu vois, finalement, Zemmour, c'était un feu de paille et ses idées, elles valent rien. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant. Donc c'est un choix que chacun doit faire en son âme et conscience. Alors c'est assez amusant, vous dites pire que le Grand Reset, Game Over, justement pour parler de cela, c'est assez amusant. Qu'est-ce que vous entendez dans ce côté Game Over pour vous ? Alors il y a plusieurs possibilités, parce que Game Over, ça peut être la fin du jeu politique, celle que je préconise, c'est-à-dire on passe à autre chose, mais c'est aussi la fin qui s'annonce de cet état, l'effondrement qui arrive, qui sera, je ne sais pas, économique, social, qui sera, à mon avis, assez terrible, et qui peut prendre la forme d'une guérilla. Ça peut être aussi ça, la fin de partie, et je pense que si on ne réussit pas, nous, à trouver une issue, si on attend justement cette chute, cet effondrement qui vient, on le vivra sûrement très mal. Donc, il faudrait éteindre la console avant que l'écran nous éclate au visage. C'est un peu ce que j'appellerais une sécession mentale avant d'une sécession... Très bonne, exactement. C'est vraiment une bonne expression. C'est avant de passer à la sécession physique, avant de la jouer à la ETA ou à la FLNC ou je ne sais pas quoi. Il est important, il est vital de déjà avoir ce recul permanent par rapport aux médias, par rapport à l'État, par rapport à l'impôt, bien comprendre, parce qu'encore une fois, les Français sont en colère, certes, le Français est toujours plus ou moins en colère, il n'est pas content, vous lui tendez votre micro, il ne sera pas content, mais il a du mal encore à percevoir, à comprendre en fait le mécanisme. Lui, il sera la plupart du temps encore favorable à plus d'État, plus de pouvoir. Macron, il doit encore avoir plus de décisions et plus d'argent et plus d'impôts, etc. Et plus de policiers, de caméras. Mais c'est ça qu'il doit comprendre, c'est l'inverse. Il faudrait plutôt désarmer la grande partie de nos problèmes qui vient de l'État. Et par le fait que nous lui concédons tous ces pouvoirs, le problème vient évidemment de nous. Et si on réussit à couper ce cordon, cet état de sujétion, de dépendance, on aura fait une grande partie du chemin. Si vous deviez vous définir, Laurent Berton, plutôt libertarien ou plutôt anarchiste, ou plutôt les deux ? C'est difficile. Anarchiste, je crois que c'est Paul Valéry qui disait que l'anarchiste, c'est celui qui voit les choses pas telles qu'on les voit, mais telles qu'elles sont. Et j'aime assez cette définition, donc ça me plaît bien. Moi, souvent, je dis que je suis dystopique, à savoir contre-utopique, c'est-à-dire qu'on m'amène de très belles idées et j'explique pourquoi ça restera une belle idée. Très souvent, plus belles sont les idées, plus on se casse la gueule. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec le progressisme, qui est complètement au bout de sa course et qui nous amène vers la coercition, vers la violence, vers des moments assez pénibles. Merci beaucoup Laurent Berton. Je rappelle le nom de ce dernier ouvrage, Game Over, la révolution anti-politique, savoureux à lire à 4 semaines du premier tour des élections présidentielles. C'est aux éditions Magnus et bien sûr vous pouvez en faire l'acquisition sur le site de tvliberté.com. C'est la fin de cette émission, j'espère que vous l'avez d'ores et déjà partagé, commenté, que vous avez cliqué sur le pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, c'est pas trop tard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.